C'est ton devoir de payer pour son mariage, ont hurlé mes parents au dîner. Tu dois contribuer à la famille, si tu ne le fais pas, disparais d'ici pour toujours. Ma sœur a gardé le sourire. Je me suis levé et j'ai dit calmement. Vous avez 24 heures pour partir. Je m'appelle Laura, j'ai 31 ans. Mes parents viennent de me dire que je dois payer le mariage de ma sœur ou disparaître de leur vie pour toujours. L'ultimatum est tombé pendant le dîner du dimanche, à ma propre table, dans ma propre maison que je paie depuis qu'ils y vivent depuis 3 ans. Madison était assise là avec ce petit sourire suffisant, le même qu'elle arbore depuis l'enfance chaque fois qu'elle obtenait quelque chose que je n'avais pas. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti exploité par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Voyez-vous, mes parents ont emménagé lorsque papa a perdu son emploi au cabinet comptable il y a 3 ans. Juste temporaire, disait-il. C'est ça. Temporaire, comme un traitement de canal. Ils sont arrivés avec 2 valises et ont réussi à redécorer tout mon salon avec leurs vieux meubles. Maman a immédiatement commencé à réorganiser mes placards de cuisine parce que, l'efficacité compte, ma chérie. Papa a réquisitionné le bureau à domicile pour ses activités de recherche d'emploi, qui consistaient apparemment à regarder des tutoriels de golf sur YouTube. Je devrais mentionner qu'à 31 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai payé mes études universitaires avec des bourses et 3 emplois, j'ai obtenu mon diplôme de droit à 25 ans avec une dette énorme et j'ai passé les 6 dernières années à bâtir mon cabinet. Quand j'ai finalement été promu associé principal il y a 2 ans, je pensais avoir atteint une certaine stabilité. Encore une fois, je me trompais. Le premier signal d'alarme aurait dû être quand ils ont donné à Madison la chambre principale. Ma chambre principale. Elle a besoin de plus d'espace pour ses affaires, a expliqué maman pendant que je me tenais là, tenant mes propres vêtements. J'ai fini dans ce qui était autrefois ma chambre d'amis, dormant sur un lit simple que j'avais acheté pour les amis en visite. Mais bon, je suis avocate. Je peux m'adapter, non? Faux. Les factures ont commencé à s'accumuler immédiatement. Soudain, ma facture d'électricité a triplé parce que quelqu'un avait besoin que la maison soit à 22 degrés Celsius toute l'année. Mon budget d'épicerie a explosé parce que papa a développé un goût pour tout ce qui est bio, et maman a décidé qu'elle était une chef gastronomique. Quand j'ai mentionné l'augmentation des dépenses, maman m'a tapoté la main et a dit « Oh, ma chérie, la famille prend soin de la famille. » Tu comprends? J'ai compris. C'est bon. J'ai compris que je finançais leur retraite pendant qu'ils me traitaient comme une employée dans ma propre maison. Madison laissait son linge dans la machine à laver pendant des jours jusqu'à ce qu'il moisisse, puis se plaignait quand je le déplaçais. Papa utilisait ma voiture sans demander, la ramenant avec le réservoir d'essence vide et des taches mystérieuses sur les sièges. Quand j'évoquais des règles de base pour la maison, ils échangeaient ses regards. Vous savez, cela. Les regards, la pauvre Laura est encore difficile. Le point de rupture s'était accumulé depuis des mois. Chaque fois que je rentrais dans ma propre maison et que je me sentais comme une invitée. Chaque fois que je payais des factures qui avaient doublé alors que mes dépenses personnelles disparaissaient. Chaque fois que quelqu'un utilisait l'expression « notre maison » en parlant de ma propriété. Mais on m'avait appris à croire que la famille passe toujours en premier, que les gens qui réussissent aident les autres. Que remettre en question la dynamique familiale faisait de vous un égoïste. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le mois dernier quand j'ai découvert qu'ils disaient aux gens que j'avais des difficultés financières et qu'ils avaient emménagé pour m'aider. M'aider. Ma voisine, Madame Patterson, a mentionné à quel point c'était gentil que mes parents me soutiennent pendant cette période difficile. J'ai failli m'étouffer avec mon café du matin. Je suis désolé, quoi? J'ai posé ma fourchette avec précaution, cette formation d'avocate prenant le dessus. Reste calme. Rassemble des informations. Ne montre pas ton jeu avant d'être prête à le jouer. Le mariage, a dit maman, en se servant plus de pommes de terre comme si elle ne venait pas de me demander de financer le conte de fées de ma sœur. Nous avons regardé, et 28 000 $ devraient tout couvrir. Le lieu, les fleurs, la robe, le photographe. Madison a trouvé l'endroit le plus magnifique de la Napa Valley. Napa Valley, bien sûr, parce qu'un lieu local serait trop banal pour la princesse Madison. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur,
qui examinait sa manucure comme si le sort de son futur bonheur n'était pas en train de se décider à ma table de cuisine. C'est beaucoup d'argent, dis-je prudemment. C'est un investissement dans la famille, a répondu papa. Et je jure qu'il a utilisé le même ton que celui qu'il avait utilisé pour me convaincre de les laisser emménager temporairement. Madison ne se marie qu'une fois. Nous voulons bien faire les choses. En fait, ce seraient les deuxièmes fiançailles de Madison. Les premières se sont terminées quand elle a décidé que son fiancé n'était pas assez ambitieux. Mais qui compte? Certainement pas les parents qui avaient dépensé mon fonds d'études pour son année sabbatique en Europe pendant que je travaillais 3 emplois pour payer les frais de scolarité. Depuis des semaines, j'avais ce sentiment grandissant que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans notre dynamique familiale. Ça a commencé petit, en remarquant comment les conversations tournaient toujours autour des besoins de Madison, comment mes réussites étaient reconnues par de brefs hochements de tête avant de passer à son dernier drame. J'étais en thérapie depuis 6 mois, traitant en fin des années à mettre les besoins de tout le monde avant les miens. Avez-vous envisagé que peut-être Madison et Tyler devraient payer pour leur propre mariage, ai-je demandé. Vous savez, comme le font la plupart des adultes. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Le sourire de maman est devenu une de ces choses en plastique que l'on voit sur les mannequins. Laura, ne sois pas égoïste. Tyler vient de terminer ses études de droit. Il a des prêts étudiants. Ils ne font que commencer. Ils ne font que commencer, c'est ça. Les parents de Tyler possédaient la moitié de l'immobilier de San Francisco. Mais bien sûr, faisons comme s'il était un paysan en difficulté. Pendant ce temps, moi, ça faisait 15 ans que je commençais, tout en finançant le style de vie de ma famille. Et si je ne peux pas me le permettre? J'ai essayé une approche différente. 28 000 $, c'est tout mon fonds d'urgence. Alors tu trouveras une solution, a dit papa, en coupant son steak avec une force inutile. C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils font en sorte que les choses se passent pour la famille. Les gens qui réussissent, j'ai failli rire. Il y a à peine 3 ans, cette personne qui réussit était au chômage et menacée de saisie jusqu'à ce que sa fille le tire d'affaire. Mais la mémoire sélective est une chose forte dans ma famille, apparemment. Madison a finalement levé les yeux de ses ongles. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais autre chose à dépenser, dit-elle avec ce petit haussement d'épaule qui m'avait exaspéré depuis l'enfance. Tu es célibataire. Tu ne voyages jamais. Tu ne fais que travailler tout le temps. Au moins comme ça, ton argent servirait à quelque chose de significatif. Quelque chose de significatif. 15 ans à travailler à plusieurs emplois, 6 ans à bâtir une carrière juridique, et à vivre comme un moine pour pouvoir subvenir aux besoins de 3 adultes qui me traitaient comme un distributeur automatique de billets. Et ma sœur pensait que ma vie manquait de sens. Ma thérapeute, la docteure Chen, m'avait prévenu que ce moment viendrait. Quand vous commencerez à fixer des limites, avait-elle dit, les gens qui ont bénéficié de votre manque de limites résisteront avec force. Ils utiliseront la culpabilité, la manipulation et les ultimatums pour rétablir le statu quo. Que se passe-t-il si je dis non, ai-je demandé. Le silence qui a suivi était lourd. Maman et papa ont échangé un de leurs regards brevetés, le genre qui avait précédé chaque décision familiale majeure qui, étrangement, n'incluait jamais mon avis. Papa s'est éclairci la gorge comme s'il était sur le point de rendre un verdict. Alors tu n'es pas la fille que nous avons élevée, a-t-il dit finalement. La famille passe en premier, Laura. Toujours. Si tu ne peux pas comprendre ce principe de base, alors peut-être que tu dois réfléchir à ce qui est vraiment important dans ta vie. Et si la famille est si importante, a ajouté maman, en se penchant en avant avec cette expression inquiète qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, alors tu voudras faire tout ce que tu peux pour rendre la journée de Madison spéciale. C'est un moment unique dans une vie. Unique dans une vie. Comme mon enfance, qu'ils avaient passé à me montrer exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale. Comme ma remise de diplôme universitaire, qu'ils avaient manqué parce que Madison avait un tournoi de tennis. Comme chaque anniversaire, chaque fête et chaque réussite qui avait été éclipsée par la crise ou la célébration du moment qui tournait autour de ma sœur. J'ai regardé autour de ma propre salle à manger la famille qui avait envahi mon espace et ma vie, exigeant que je finance leurs rêves tout en traitant les miens comme des pensées après coup gênantes. Le lustre en cristal que j'avais économisé pendant 6 mois pour acheter projetait des ombres sur leurs visages expectatifs. Les planchers de bois franc que j'avais refait moi-même brillaient sous leurs pieds. La voix de la docteure Chen résonnait dans ma tête.
Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent à vos limites. Vous ne pouvez contrôler que si vous les maintenez. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. À quoi faut-il réfléchir? La voix de Madison a pris cette qualité pleurnicharde qui lui avait toujours permis d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Soit tu te soucies de la famille, soit tu ne t'en soucies pas. Soit tu veux que je sois heureuse, soit tu es jalouse que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Jalouse. Voilà. L'accusation qui m'avait suivi toute ma vie chaque fois que j'osais vouloir quelque chose pour moi. Jalouse quand Madison a eu la plus grande chambre. Jalouse quand elle a eu une voiture pour son 16e anniversaire alors que j'ai eu un travail à temps partiel. Jalouse quand nos parents ont payé ses études universitaires alors que j'ai contracté des prêts. Je ne suis pas jalouse, dis-je doucement. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? A demandé papa. D'avoir une famille qui t'aime. D'avoir des gens dans ta vie qui se sont sacrifiés pour toi. La question a touché quelque chose qui s'était accumulé pendant des mois de séances de thérapie. Qu'avez-vous sacrifié pour moi, exactement? Silence. Je pouvais les voir se démener, les exemples se tarir. Parce que la vérité, c'est que c'était moi qui me sacrifiais. J'avais sacrifié ma vie sociale pour faire des heures supplémentaires. J'avais sacrifié des relations parce que j'étais toujours stressé par l'argent. J'avais sacrifié ma tranquillité d'esprit pour qu'il soit à l'aise. Nous t'avons donné un endroit où vivre, a dit maman finalement. Vous m'avez donné un endroit où vivre, ai-je répété lentement. Dans ma propre maison que je paie. Ne sois pas dramatique, a dit Madison en roulant des yeux. Tu agis comme si nous étions un fardeau. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous voyez enfin une situation clairement? Où le brouillard se lève et vous réalisez à quel point vous vous êtes éloigné du rivage. C'était moi, assise dans ma propre salle à manger, écoutant ma famille m'expliquer pourquoi mon argent leur appartenait. La docteure Chen m'avait préparé à ce moment, mais le vivre était différent d'en discuter en théorie. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Combien de temps, a demandé maman, et je pouvais entendre le ton dans sa voix. Le lieu a besoin d'un acompte. Je vous le ferai savoir demain. J'ai commencé à débarrasser les assiettes, une routine domestique qui me semblait soudainement étrangère. Ce soir, je dois réfléchir, mais je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage suffisant de Madison et j'entendais l'ultimatum de papa résonner dans ma tête. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai fait du café. Debout dans ma cuisine, regardant le lever du soleil à travers les fenêtres que j'avais payées pour faire installer, j'ai appelé la ligne d'urgence de la docteure Chen, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Laura, sa voix calme est passée au téléphone, que se passe-t-il? Je lui ai parlé du dîner, de l'ultimatum, de la demande de $28 000. En parlant, je pouvais entendre ma propre voix devenir plus forte, plus claire. Comment vous sentez-vous en ce moment, a-t-elle demandé. En colère, mais aussi libre. Comme si je voyais enfin la situation pour ce qu'elle est vraiment. Et qu'est-ce que c'est? De l'abus financier. De la manipulation émotionnelle. Une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'une ressource à exploiter. La docteure Chen est restée silencieuse un moment. Que voulez-vous faire? Je veux qu'il sorte de ma maison. Alors c'est votre réponse. Je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la matinée à me préparer. J'ai fait des recherches sur les lois sur les locataires, bien qu'en tant qu'invité plutôt que locataire, ma famille avait moins de protection. J'ai appelé un serrurier pour prévoir de nouvelles serrures. J'ai même cherché des entreprises de déménagement parce que quoi qu'il arrive ensuite, je voulais être prête. À 7 heures du matin, j'ai frappé à la porte de papa. Il a répondu en peignoir, agacé. Nous devons parler, ai-je dit. De quoi? Du fait que vous déménagez aujourd'hui. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de s'arrêter sur l'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse. Je vous donne 24 heures pour trouver un autre logement. Laura, tu es ridicule. Nous sommes une famille. La famille ne se traite pas comme des distributeurs automatiques de billets. Maman est apparue dans le couloir, l'air convenablement affligé. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à tout le monde de déménager d'ici demain soir. C'est à propos de l'argent du mariage, n'est-ce pas? La voix de Madison s'est jointe depuis sa porte. Tu nous mets dehors parce que tu ne veux pas aider ta propre sœur. Je vous demande de partir parce que pendant 3 ans,
vous avez vécu dans ma maison sans contribuer aux dépenses tout en me traitant comme si j'existais pour servir vos besoins. La demande de mariage n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où sommes-nous censés aller, a exigé maman. Ce n'est plus mon problème. Vous êtes tous des adultes. Débrouillez-vous. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça, a crié Madison. Nous avons des droits. En tant qu'avocate, je savais exactement quels droits ils avaient en tant qu'invités de longue durée. En fait, je peux. Et je le fais. Papa s'est avancé, le visage rouge. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Tu auras choisi l'argent plutôt que la famille. Non, dis-je calmement. Vous avez choisi l'argent plutôt que la famille quand vous avez emménagé ici et décidé que mes revenus vous appartenaient à tous. C'est de la folie, a dit Madison, sa voix montant vers l'hystérie. Tu ne peux pas détruire notre famille pour de l'argent. Je ne détruis rien. Je me protège des gens qui ont passé 3 ans à profiter de ma générosité. De la générosité, c'est moquer papa. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit sur ta tête pendant 18 ans. Et je vous ai remercié en vous fournissant un logement, de la nourriture et un soutien financier pendant 3 ans. Cette dette est payée. Maman a essayé une approche différente, sa voix s'adoucissant. Ma chérie, tu es contrariée à propos du mariage. Nous comprenons. Peut-être que nous pouvons trouver un compromis. Il ne s'agit pas du mariage. Il s'agit de respect. Il s'agit de limites. Il s'agit d'équité de base. J'ai gardé ma voix égale, professionnelle. Pendant 3 ans, j'ai soutenu financièrement 3 adultes pendant que vous me traitiez comme si je n'avais pas d'importance dans ma propre maison. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Ah non? Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand avez-vous reconnu pour la dernière fois que je travaille 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de nous tous? Quand avez-vous traité cette maison pour la dernière fois comme la mienne au lieu d'une propriété communale à laquelle vous avez droit? Silence. Vous avez 24 heures, ai-je répété. Je changerai les serrures demain soir. Et si nous ne partons pas? La voix de papa était un défi. Alors j'appellerai la police et je vous ferai expulser pour violation de propriété. Madison a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Laura, s'il te plaît. Je vais me marier. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie. Pendant un instant, j'ai senti le vieux pincement familier de la culpabilité. L'envie de la réconforter, de régler ses problèmes, d'être la bonne sœur qui mettait tout le monde en premier. Puis je me suis souvenu des mots de la docteure Chen. Vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Madison, tu peux avoir un mariage heureux, mais pas un financé par mes économies de toute une vie. Mais Tyler s'attend à une belle cérémonie. Sa famille a de l'argent. Ils nous jugeront si nous ne pouvons pas nous permettre quelque chose de décent. Et voilà. Le vrai problème. Madison avait honte de leur situation financière et s'attendait à ce que je la résolve pour elle. Alors peut-être que la famille de Tyler devrait payer pour ça. Il ne devrait pas avoir à le faire. Et moi, je devrais? Elle n'a pas eu de réponse à cela. J'ai passé le reste de la journée à les regarder se démener. Des appels téléphoniques à des parents, des recherches frénétiques d'appartements sur Internet, des discussions animées pour savoir à qui revenait la faute. Personne ne semblait envisager que peut-être, juste peut-être, ils s'étaient mis dans cette situation eux-mêmes. Vers l'heure du dîner, Tyler est arrivé. J'ai regardé par la fenêtre Madison se jeter dans ses bras, sanglotant de façon dramatique. Ils ont parlé sur le porche pendant 20 minutes avant qu'ils ne partent, l'air confus et frustré. Madison est revenue à l'intérieur avec les yeux rouges et une nouvelle détermination. Tyler dit que nous pouvons repousser le mariage de quelques mois, a-t-elle annoncé. Il parlera à ses parents pour qu'ils nous aident avec les coûts. Bien pour toi, ai-je dit. Problème résolu. Non, le problème n'est pas résolu. Tu nous mets toujours dehors. Oui, je le fais. Mais pourquoi? Nous avons trouvé une autre solution pour le mariage. Je l'ai regardée, étonné qu'elle ne comprenne toujours pas, Madison, il ne s'est jamais agi que du mariage. Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de drame familial. Des appels de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Tous voulaient savoir pourquoi j'abandonnais ma famille. Tante Patricia a appelé 3 fois.
Oncle Robert a envoyé un long texto sur les valeurs familiales. Même ma grand-mère, que j'aime sincèrement, a appelé pour me demander si j'avais perdu la tête. Ils disent à tout le monde que tu les as mis dehors à cause d'un mariage, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas tout à fait vrai, grand-mère. Alors qu'est-ce qui est vrai? J'ai expliqué toute la situation, les 3 ans de logement gratuit, les dépenses croissantes, le manque total de contribution aux frais du ménage, la demande finale de financement du mariage. Oh, ma chérie, a-t-elle dit doucement quand j'ai fini. Je n'en avais aucune idée. La plupart des gens ne le savent pas. Ils sont très doués pour contrôler le récit. Ce qu'ils demandent n'est pas raisonnable. Non, ça ne l'est pas, je suis fier de toi d'avoir pris ta défense. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ma grand-mère, la matriarche de la famille, voyait la situation clairement. Mais mes parents et Madison n'abandonnaient pas papa à essayer de raisonner, expliquant que les emplois étaient difficiles à trouver à son âge. Maman a essayé la culpabilité, parlant de la déception de mon défunt grand-père. Madison alternait entre la rage et les larmes, parfois dans la même conversation. Où sommes-nous censés aller, a demandé maman pour la 10e fois. Il y a des appartements, des hôtels pour long séjour, d'autres parents. Vous trouverez une solution. Avec quel argent? Papa peut trouver un emploi. Tu peux trouver un emploi. Madison peut trouver un emploi. Concept révolutionnaire. Je sais. Tu es cruel, a dit Madison. Je suis pratique. Vous êtes tous des adultes capables qui ont choisi de ne pas travailler parce que j'ai rendu ce choix facile. À 18 h le mardi, exactement 24 heures après mon ultimatum, ils étaient toujours là. Je suis rentré du travail pour les trouver dans le salon avec leurs valises, ressemblant à des réfugiés. Nous avons besoin de plus de temps, a dit papa. Vous avez eu 3 ans. Juste une semaine de plus. Nous avons quelques pistes pour des appartements. Non. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Que fais-tu, a haleté maman. J'appelle la police pour faire expulser des intrus de ma propriété. Tu ne ferais pas ça, a dit Madison. Regarde-moi faire. Avant que je puisse finir de composer, papa a levé les mains. D'accord, nous partons. Il leur a fallu encore 2 heures pour tout emballer. J'ai regardé depuis la cuisine, buvant du thé et me sentant étrangement calme. Cela aurait dû être traumatisant, mais au lieu de cela, j'avais l'impression de regarder un poids être soulevé. Maman a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée à la porte, les larmes aux yeux. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. J'espère que je le serai. Après leur départ, j'ai traversé ma maison seule pour la première fois en 3 ans. Le silence était magnifique. Mon espace, mes règles, ma paix. J'ai préparé le dîner pour une personne et l'ai mangé à ma propre table de cuisine sans que personne ne se plaigne de mes choix. J'ai regardé ce que je voulais à la télé sans négocier. Je me suis couché tôt sans que personne ne me demande de résoudre leurs problèmes. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les appels ont commencé le lendemain matin. Madison en sanglots, me suppliant de reconsidérer ma décision. Maman énumérant toutes les raisons pour lesquelles je faisais une terrible erreur. Papa alternant entre la colère et les tentatives de manipulation émotionnelle. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû fixer des limites avec des personnes qui refusent de les respecter. Le travail était un soulagement. Des problèmes normaux, des heures facturables, des réunions avec des clients qui n'impliquaient pas de culpabilité familiale. Ma collègue Jennifer a remarqué que j'avais l'air différente. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit autour d'un café. Je me sens plus légère. C'est bien pour toi. Les situations familiales peuvent être toxiques. Elle avait raison. Pendant 3 ans, j'avais été tellement concentré sur le fait de rendre tout le monde heureux que j'avais oublié à quoi ressemblait mon propre bonheur. Mais la campagne de pression ne faisait que commencer. Tyler a appelé ce soir-là. Sa voix était prudente, diplomate. Laura, je sais que les choses sont compliquées entre toi et ta famille en ce moment. Est-ce qu'il reste avec toi temporairement? Juste jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de permanent. J'ai presque eu pitié de lui. Le pauvre gars n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Tyler, laisse-moi te donner un conseil.
Fixe des limites claires sur la durée de ce temporairement et tiens Y. Sinon, tu auras la même conversation avec quelqu'un d'autre dans 3 ans. Madison dit que tu as toujours été jalouse de sa réussite. De sa réussite? J'ai failli rire. Quelle réussite serait-ce? Ses fiançailles, son bonheur, la vie qu'elle se construit. Tyler, Madison a 28 ans et n'a jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Je la soutiens financièrement depuis 3 ans. Quelle partie de cela suggère qu'elle a réussi? Le silence à l'autre bout du film a tout dit. Elle a dit que tu payais pour des choses parce que tu voulais aider. A-t-elle mentionné qu'on ne m'a jamais demandé si je voulais aider ou que aider signifiait abandonner ma chambre principale, mon bureau à domicile et la majeure partie de mon salaire? Non, elle n'a pas mentionné cela. Pose-toi cette question. Si Madison est si réussie et indépendante, pourquoi a-t-elle besoin que sa sœur paie pour son mariage? Après que Tyler ait raccroché, j'ai ressenti un mélange familier de tristesse et de soulagement. Tristesse que la manipulation de ma famille se soit étendue à quelqu'un d'autre. Soulagement que ce ne soit plus mon problème à gérer. Les jours suivants ont apporté un défilé de « singes volants ». Des amis de la famille appelant pour exprimer leur déception. Des parents éloignés partageant leurs opinions sur mon caractère. Même ma coiffeuse avait entendu l'histoire et s'était sentie obligée de donner son avis. La famille, c'est tout? A-t-elle dit en me coupant les cheveux. On n'en a qu'une. C'est exactement le problème, ai-je répondu. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie de paix et de tranquillité, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur la version des événements de ma famille. Apparemment, j'étais un monstre sans cœur qui avait jeté ses parents en difficulté à la rue dans leur moment de besoin. Madison était la victime innocente dont la méchante sœur avait détruit ses rêves de mariage par pure méchanceté. Ma voisine, Madame Patterson, a frappé à ma porte avec un gratin et une expression inquiète. « Comment vas-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé. « J'ai entendu parler de ta situation familiale. » Qu'avez-vous entendu exactement? Que tu as eu des difficultés financières et que tu as dû demander à tes parents de partir. Je l'ai regardé fixement. Madame Patterson, je n'ai pas eu de difficultés financières. J'ai demandé à mes parents de partir parce qu'ils vivaient ici sans payer de loyer depuis 3 ans pendant que je payais toutes leurs dépenses. Son visage a changé alors qu'elle traitait cette information. Oh, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je suis sûr que non. Le contrôle du récit était impressionnant. Je devais admettre que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient transformé 3 ans de dépendance financière en une aide qu'ils m'apportaient dans les moments difficiles. Ma demande d'équité de base était devenue de la cruauté. Leur sentiment de droit avait complètement disparu de l'histoire. Mais tout le monde ne l'achetait pas. Mon amie Sarah a appelé ce week-end. J'ai croisé ta mère à l'épicerie. Elle m'a raconté une histoire folle sur le fait que tu les as mis dehors par jalousie à propos du mariage de Madison. Et, ça ne tenait pas la route. Depuis quand es-tu jalouse de qui que ce soit? Tu es la personne la plus généreuse que je connaisse. J'étais trop généreuse. Alors, que s'est-il vraiment passé? Je lui ai tout raconté. Les années de soutien financier, les dépenses croissantes, l'ultimatum du mariage, le manque total de respect pour mes limites. Mon Dieu, Laura, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'avais honte, et parce que je pensais que c'était des trucs de famille normaux. Ce n'est pas normal. C'est de l'abus financier. Entendre quelqu'un d'autre le dire l'a rendu réel. Ma famille n'avait pas seulement été inconsidérée ou exigeante. Elle avait été abusive. Sarah n'était pas la seule à voir clair dans leur jeu. Ma grand-mère a de nouveau appelé. J'ai réfléchi à notre conversation, a-t-elle dit. Et j'ai observé comment tes parents gèrent cette situation. Comment ça? Ils ne prennent aucune responsabilité. Ils se présentent comme des victimes et toi comme la méchante. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui est vraiment en faute ici. C'est difficile, grand-mère. Je n'arrête pas de me demander si j'ai bien fait. Ma chérie, la bonne chose à faire est rarement la chose facile. Tu t'es défendue. C'est toujours la bonne chose à faire. Son soutien signifiait tout, surtout que d'autres membres de la famille continuaient leur campagne de culpabilisation. Mais le vrai test est venu 3 semaines plus tard, lorsque Tyler a de nouveau appelé. Laura, nous devons parler. Sa voix était différente cette fois, tendue, frustrée. Que se passe-t-il? Ta famille.
Il reste toujours chez moi. C'était censé être temporaire. Mais il ne cherche plus d'appartement. Il traite mon appartement comme si c'était le leur. J'ai presque souri. Presque. Bienvenue dans mon monde, Tyler. Madison n'arrête pas de me demander de payer les frais du mariage. Elle dit que puisque tu ne veux pas aider, je dois prendre le relais et prouver que je l'aime. Et qu'en penses-tu? Je pense que je commence à comprendre pourquoi tu leur as demandé de partir. L'appel de Tyler a été la première fissure dans le front uni de ma famille, mais ce ne serait pas la dernière. Ils sont ici depuis 3 semaines, a-t-il poursuivi. Et ton père n'a postulé à aucun emploi. Ta mère se plaint de tout, de la pression de l'eau à la marque de café que j'achète. Et Madison? Madison, quoi? Elle prépare cet énorme mariage comme si l'argent n'était pas un problème. Elle regarde des robes qui coûtent plus cher que ma voiture. Quand j'ai essayé de suggérer une cérémonie plus petite, elle m'a accusé de ne pas l'aimer assez pour vouloir le mariage de ses rêves. J'ai ressenti une pointe de sympathie familière pour cet homme qui découvrait ce que je savais depuis des années. Les rêves de ma famille avaient toujours un prix pour quelqu'un d'autre. Tyler, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Que t'a dit Madison sur la façon dont elle subvenait à ses besoins ces dernières années? La pause était révélatrice. Elle a dit qu'elle était entre 2 emplois, qu'elle se concentrait sur l'organisation du mariage. Pendant 3 ans. Eh bien, elle a dit qu'elle aidait à s'occuper de tes parents. Par aider, tu veux dire vivre sans loyer pendant que je payais pour tout? Une autre pause. Elle a fait croire qu'elle faisait des sacrifices. Le seul sacrifice que Madison avait fait était de renoncer à toute prétention d'indépendance, mais je n'ai pas dit cela. Tyler était en train de le comprendre par lui-même. Écoute, a-t-il dit finalement. J'ai appelé parce que j'ai besoin de conseils. Comment puis-je les faire partir sans détruire ma relation avec Madison? Tu ne peux probablement pas faire les deux. Que veux-tu dire? Tyler, Madison n'a jamais appris que ses actions ont des conséquences parce que quelqu'un la sauve toujours de ses conséquences. Si tu la sauves maintenant, tu la sauveras pour le reste de votre relation. Mais je l'aime. Je l'aime aussi. C'est pourquoi j'ai passé 3 ans à la soutenir. L'amour ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais plus coupable de ma décision. J'étais désolé pour Tyler, désolé pour mes parents qui avaient créé ce gâchis, même désolé pour Madison qui n'avait jamais appris les compétences de base d'un adulte. Mais je ne me sentais pas coupable de me protéger. Cette clarté a duré exactement 2 jours jusqu'à ce que Madison se présente à mon bureau. Elle est entrée dans le hall d'entrée, parfaitement mise, vêtements de marque et manucure fraîche. Chaque centimètre de la jeune femme accomplit qu'elle n'avait jamais été. Mon assistante m'a appelé. Laura, ta sœur est là. Elle dit que c'est urgent. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la voir. Madison a fait irruption dans mon bureau comme si elle en était la propriétaire, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau avec une élégance étudiée. Joli bureau, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. La réussite te va bien. J'ai attendu. Madison ne faisait jamais de compliments sans vouloir quelque chose. Je suis venu m'excuser, a-t-elle dit finalement. C'était inattendu. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et je réalise que nous avons peut-être profité de ta générosité. Peut-être. Le qualificatif était révélateur. Je veux arranger les choses entre nous, a-t-elle poursuivi. La famille est trop importante pour la perdre pour de l'argent. Que proposes-tu exactement? Tyler et moi te rembourserons. Pas tout d'un coup, évidemment, mais nous établirons un plan de paiement. Et nous paierons pour notre propre mariage. Quelque chose de petit et raisonnable. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que ça l'était probablement. Quel est le piège, Madison? Son masque composé a légèrement glissé. Il n'y a pas de piège. Je veux juste retrouver ma sœur. Alors pourquoi as-tu l'air de vouloir me demander quelque chose? Elle a tripoté la sangle de son sac à main, un signe que j'avais appris à reconnaître il y a des années. Eh bien, le fait est que l'appartement de Tyler est vraiment petit pour 4 personnes, et son bail a quelques restrictions concernant les invités de longue durée. Alors, nous espérions. Voilà. Vous voulez revenir? Juste temporairement. Juste jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de permanent.
Et nous paierions un loyer cette fois. Je te le promets. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étudiant le visage de ma sœur. Elle avait l'air sincère, mais Madison avait toujours été douée pour avoir l'air sincère quand elle voulait quelque chose. Combien de loyer? Nous pensions peut-être 8 cents par mois. Mon hypothèque seule était de 2800. Ajoutez les services publics, les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien de base. Et 8 cents ne couvrirait pas un quart des coûts réels, mais c'était un progrès par rapport à l'offre précédente de 0. Et combien de temps dure temporairement à cette fois? 6 mois maximum. Juste jusqu'à ce que nous nous marions et trouvions notre propre appartement. Où aura lieu le mariage? Nous regardons quelques salles plus petites. Peut-être quelque chose dans les 15 000. 15 000. Toujours ridicule pour quelqu'un sans revenu, mais mieux que 28 000. Madison, pourquoi devrais-je te faire confiance cette fois? Parce que j'ai appris ma leçon. Je sais que j'avais tort avant. Quelle leçon as-tu apprise exactement? Elle s'est déplacée, mal à l'aise. Que les relations familiales sont plus importantes que l'argent. Mauvaise réponse. La leçon aurait dû être que les adultes subviennent à leurs propres besoins et contribuent équitablement aux dépenses communes. Mais Madison considérait toujours cela comme un problème d'argent contre la famille au lieu d'un problème de respect et de limites. J'apprécie les excuses, dis-je prudemment, mais je ne suis pas prête à changer d'avis sur la situation de vie. Son masque composé s'est encore fissuré. Laura, s'il te plaît. Tyler est sur le point de nous mettre dehors aussi. Nous n'avons nulle part où aller. Et maman et papa? Ils ont trouvé un appartement, non? Ils sont dans un studio. Il y a à peine de la place pour eux, sans parler de Madison et moi. Donc, mes parents avaient atterri quelque part. Probablement une résidence pour personnes âgées ou une communauté de retraités qu'ils pouvaient réellement se permettre. Papa n'est pas handicapé et maman est parfaitement capable. Madison a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Parce que la vérité était que nos parents n'avaient pas eu besoin de soins. Ils avaient eu besoin d'un soutien financier, que j'avais fourni pendant que Madison profitait des avantages sans y contribuer. Écoute, a-t-elle dit en changeant de tactique. Tyler commence à poser des questions sur l'argent et les responsabilités. Si je ne trouve pas une solution bientôt, il pourrait annuler les fiançailles. Et voilà le vrai problème. Madison ne s'excusait pas parce qu'elle avait appris quelque chose. Elle s'excusait parce que son filet de sécurité était en train de disparaître. Peut-être que ce serait mieux pour vous deux. Les yeux de Madison se sont agrandis de choc. Comment peux-tu dire ça? J'aime Tyler. Vraiment? Ou aimes-tu l'idée d'être marié et d'avoir quelqu'un d'autre pour résoudre tes problèmes financiers? C'est une chose horrible à dire. Madison, qu'est-ce que tu apportes exactement à cette relation à part t'attendre à ce que Tyler paie pour tout? La question est restée en suspens entre nous. Je pouvais la voir se démener pour trouver une réponse, et je pouvais voir le moment où elle a réalisé qu'elle n'en avait pas. J'apporte de l'amour, a-t-elle dit finalement, mais sa voix était faible. L'amour ne suffit pas pour un mariage. Vous avez besoin de partenariat, de responsabilités partagées, de respect mutuel. Ce que tu offres à Tyler, c'est ce que tu m'as offert, le privilège de financer ton style de vie tout en recevant de la culpabilité et de la manipulation en retour. Madison s'est levée brusquement. Son sang-froid s'est finalement brisé. Tu es devenue froide, Laura. Le succès t'a rendue froide. Non, dis-je doucement. Fixer des limites m'a rendue plus saine. Madison a quitté mon bureau en larmes, et j'ai senti cette torsion familière de culpabilité dans mon estomac. Mais cette fois, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, une programmation. Des années de conditionnement qui m'ont fait me sentir responsable des émotions des autres, même lorsque ces émotions étaient le résultat de leurs propres mauvais choix. J'ai appelé la Dr. Chen ce soir-là. Comment vous sentez-vous par rapport à la façon dont la conversation s'est déroulée, a-t-elle demandé. Coupable, mais aussi lucide. Je pouvais voir exactement ce qu'elle faisait. Et je ne suis pas tombé dans le panneau. C'est de la croissance. Ça ne fait pas du bien. La croissance fait rarement du bien. Vous changez des schémas qui sont en place depuis toute votre vie. C'est un travail difficile. Elle avait l'air si perdue quand elle est partie. Madison est perdue. Mais Laura, vous n'êtes pas responsable de la retrouver. Elle doit faire ce travail elle-même. La Dr. Chen avait raison. Mais ça faisait toujours mal de voir ma sœur en difficulté.
La différence était que maintenant je comprenais la différence entre aider et permettre. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles par le biais du téléphone arabe familial. Madison et Tyler avaient rompu. Elle avait emménagé avec une amie. Mes parents s'en sortaient dans leur studio, papa travaillant à temps partiel dans une quincaillerie et maman faisant de la saisie de données à domicile. Le récit familial avait de nouveau changé. Maintenant, j'étais la sœur qui avait réussi et qui avait abandonné sa famille dans le besoin. La sœur qui avait choisi l'argent plutôt que l'amour, la carrière plutôt que la famille, l'égoïsme plutôt que le sacrifice. J'aurais peut-être cru à ce récit il y a un an, mais la thérapie m'avait donné les outils pour reconnaître la manipulation. La version des événements de ma famille exigeait que je croie que vouloir un respect de base dans ma propre maison était égoïste. Que s'attendre à ce que les adultes subviennent à leurs propres besoins était cruel, que refuser de financer les rêves des autres était un abandon. Je ne croyais plus à rien de tout cela. Mais le véritable test de ma détermination est venu 6 mois plus tard, lorsque Madison m'a appelé à 2 heures du matin, en sanglots. « Laura, j'ai besoin d'aide. » Je me suis assise dans mon lit, immédiatement alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? » « Je suis enceinte. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Madison, au chômage et célibataire, attendait un bébé. « Tu es sûr? » J'ai fait 3 tests. Je suis allé dans une clinique. Je suis sûr. Qui est le père? Un type que j'ai rencontré dans un bar. Je n'ai même pas son vrai numéro. Mon cœur s'est brisé pour elle. C'était exactement le genre de crise que ma famille se spécialisait à créer. Le genre qui nécessitait un sauvetage immédiat de quelqu'un d'autre. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Je ne peux pas me permettre un bébé, Laura. J'ai à peine de quoi me nourrir. J'ai besoin d'argent pour les visites chez le médecin et j'ai besoin d'un endroit où vivre avec un bébé et j'ai besoin d'aide. Voilà. L'urgence qui justifierait tout. La crise qui ferait de moi la méchante si je ne volais pas à la rescousse. Ma sœur enceinte, seule et désespérée, ayant besoin de sa sœur qui a réussi pour la sauver. Il y a un an, je l'aurais invitée à revenir immédiatement. J'aurais tout payé, je l'aurais soutenue pendant la grossesse et au-delà. Je me serais convaincu que c'était ce que faisait la famille. Madison, je suis désolé que tu traverses ça. M'aideras-tu? La question est restée en suspens entre nous comme un pont que je pouvais choisir de traverser ou de brûler. Je t'aiderai à rechercher des ressources. Medicaid pour les soins prénatals, WIC pour l'aide nutritionnelle, des programmes de logement pour les mères célibataires. Il existe des systèmes de soutien disponibles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et tu le sais. Je sais. Laura, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Si, tu en as. Tu as les mêmes options que toutes les autres femmes enceintes dans ta situation. Tu peux demander des programmes d'aide, trouver un travail qui s'adapte à la grossesse, contacter le père du bébé ou envisager l'adoption si tu n'es pas prête à être parent. Je ne peux pas faire ça seul. Tu n'as pas à le faire seul. Il y a des systèmes de soutien, des conseillers, des programmes conçus pour aider. Mais Madison, je ne peux plus être ton seul système de soutien. Le silence à l'autre bout du fil était dévastateur. C'est tout? A-t-elle chuchoté. Ta propre sœur est enceinte et effrayée, et tu vas l'abandonner. Je ne t'abandonne pas. Je refuse de te permettre de continuer. Il y a une différence. Elle a raccroché sans un autre mot. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. J'ai regardé le plafond, remettant tout en question. Étais-je sans cœur? Est-ce que j'abandonnais ma sœur au moment où elle avait le plus besoin de moi? Étais-je si concentré sur les limites que j'avais perdu ma compassion? Le matin, j'avais ma réponse. La compassion n'exigeait pas que je sacrifie ma sécurité financière et mon bien-être émotionnel. Aider ne devait pas signifier prendre l'entière responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai appelé la docteure Chen pour une séance d'urgence. Vous vous remettez en question, a-t-elle observé après que je lui ai parlé de l'appel de Madison. Ne devrais-je pas? Elle est enceinte et seule. Elle est enceinte et a des choix à faire concernant son avenir. Vous pouvez la soutenir sans la sauver. Et si quelque chose lui arrivait? Et si elle ne pouvait pas gérer ça? Laura, et si elle le pouvait? Et si être forcée de gérer sa propre crise était exactement ce dont Madison avait besoin pour enfin grandir?
C'était une dure vérité, mais la docteure Chen avait raison. Chaque fois que j'avais sauvé Madison des conséquences, je l'avais empêchée d'apprendre à gérer des situations difficiles. Je l'avais maintenue dépendante au lieu de l'aider à devenir indépendante. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai recherché toutes les ressources disponibles pour les femmes enceintes dans la situation de Madison. Programme d'assurance maladie, aide nutritionnelle, aide au logement, programme de formation professionnelle, même des cours de parentalité. J'ai tout compilé dans un document détaillé et je le lui ai envoyé par email avec une note. Je crois en ta capacité à gérer cela. Voici des outils pour t'aider à réussir. Elle n'a pas répondu. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles par les canaux familiaux. Madison avait demandé Medicaid et WIC. Elle avait emménagé dans un programme de logement de transition pour femmes enceintes. Elle avait même trouvé un travail à temps partiel dans une garderie qui lui permettrait d'amener le bébé au travail. Elle s'en sortait. Pas parfaitement, non sans difficulté, mais elle s'en sortait. Mes parents, quant à eux, s'étaient installés dans leur nouvelle réalité. Le travail à temps partiel de papa s'était transformé en travail à temps plein lorsque son patron avait reconnu son expérience. Maman avait découvert qu'elle aimait vraiment la saisie de données et envisageait de retourner à l'école pour suivre une formation en informatique. Eux aussi, ils s'en sortaient. Les réunions de famille dont j'entendais parler par ma grand-mère étaient des affaires plus petites et plus calmes, moins de drames, moins de crises financières, plus de conversations réelles sur la vie des gens au lieu de leurs urgences. Je n'étais pas invité à ces réunions, et ça faisait mal. Mais on ne me demandait pas non plus de les financer, de les gérer ou de réparer ce qui n'allait pas. J'apprenais à vivre avec la douleur tout en appréciant la paix. 1 an après mon ultimatum, j'ai croisé Tyler dans un café du centre-ville. Il avait l'air bien, détendu d'une manière que je n'avais jamais vue quand il était avec Madison. Laura. A-t-il dit en s'approchant de ma table avec hésitation. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu as l'air bien. Je me sens bien. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour la conversation que nous avons eue sur les limites. Elle a changé ma vie. Comment ça? J'ai réalisé que j'étais sur le point d'épouser quelqu'un qui s'attendait à ce que je résolve tous ses problèmes sans rien apporter aux solutions. Ce n'est pas un partenariat. Tu vois quelqu'un? En fait, oui. Quelqu'un qui travaille aussi dur que moi, qui paie ses propres factures. Qui me traite comme un partenaire au lieu d'un compte en banque. J'ai souri, sincèrement heureuse pour lui. Ça a l'air merveilleux. Le bébé de Madison est magnifique, au fait. Elle publie parfois des photos. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas vu de photos de mon neveu. Je ne savais même pas si c'était un garçon ou une fille. Mais la mention désinvolte de Tyler m'a dit que Madison se portait assez bien pour maintenir une présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle va bien? D'après ce que je peux dire, elle s'en sort. Le bébé semble en bonne santé et heureux. Après le départ de Tyler, je suis restée assise dans le café pendant un long moment, pensant aux choix et aux conséquences. Mon choix de fixer des limites avait eu des conséquences. Je vivais toujours avec des relations perdues, des réunions de famille dont je ne faisais pas partie, un neveu que je ne rencontrerais peut-être jamais. Mais il avait aussi eu des conséquences dont j'étais reconnaissante, une sécurité financière que je n'avais jamais eue auparavant, la paix dans ma propre maison, des relations basées sur le respect mutuel au lieu de la dépendance financière, un sentiment de valeur personnelle qui n'était pas lié à mon utilité pour les autres. Je suis rentré chez moi dans ma maison tranquille, j'ai préparé le dîner pour une personne et je me suis installé pour regarder un film que j'avais choisi sans consulter les préférences de personne d'autre. Mon téléphone n'a pas sonné avec des urgences familiales. Personne ne m'a demandé de résoudre leurs problèmes ou de financer leurs rêves. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même au lieu de vivre pour l'approbation des autres. C'était parfois solitaire, mais c'était aussi authentique d'une manière que mon ancienne vie n'avait jamais été. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage de fixer des limites avec des personnes qui refusent de les respecter. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de permettre leur pire comportement. Et rappelez-vous, vous pouvez aimer quelqu'un sans financer son style de vie. Vous pouvez soutenir quelqu'un sans vous sacrifier. Une vraie famille célèbre votre succès au lieu d'en profiter simplement. Je m'appelle Laura. J'ai 31 ans, et j'ai enfin appris la différence entre être utilisé et être aimé.
La leçon m'a coûté des relations sans lesquelles je pensais ne pas pouvoir vivre, mais elle m'a donné une vie que je ne savais pas que je méritais. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus.